Bonjour Internet, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais faire un exercice que je n'ai jamais fait avant sur la chaîne. Il s'agit d'une foire aux questions. Parce qu'avec le club de lecture, Twitch et la reprise des vidéos de manière, on va essayer régulière, vous êtes plusieurs à découvrir la chaîne. Et donc je vous propose la foire aux questions pour qu'on apprenne un peu mieux à se connaître et que vous puissiez découvrir un petit peu ce qui m'anime ici. Donc bonjour, moi c'est Picobooks sur les réseaux sociaux depuis... J'ai commencé à m'exprimer sur mes lectures en 2014, il y a 10 ans, à travers un blog qui est rapidement devenu une chaîne YouTube, qui est rapidement devenu un cimetière vidéoludique parce que je ne poste pas très régulièrement. Mais il se trouve qu'en fait je suis plus à l'aise sur Instagram de manière quotidienne et surtout sur le Discord où on a créé le club de lecture, le club sous la colline, qui porte bien son nom puisque c'est vraiment un endroit calme, façon Hobbit de la Comté, où on se pose une fois par mois pour lire un livre qu'on a sélectionné ensemble sur une thématique et pour lequel vous avez voté. J'ai une dizaine de questions auxquelles je souhaite répondre. Elles vont être plus ou moins désordonnées. Voilà, c'est un peu le chaos un peu tout le temps ici, mais tant mieux. Et donc Aurore me demande quels sont les éléments qui me font craquer sur un livre en librairie. Est-ce que c'est l'auteurice, la couverture ? Comment est-ce que je choisis mes livres en librairie ? Je ne choisis pas toujours mes livres en librairie, même très rarement. Il n'y a pas de librairie indépendante à côté de chez moi. Il faut que je fasse à peu près 45 minutes de voiture pour accéder au premier lieu indépendant qui vend des livres. 45 minutes de voiture aller, 45 minutes de voiture retour. C'est beaucoup trop long pour moi. Et même d'un point de vue pécunier, c'est 1h30 de voiture, 1h30 d'essence. C'est trop. C'est trop pour moi. Donc la plupart du temps, mes livres, je les sélectionne sur Internet. Je suis très influençable. Quand je les vois passer sur Goodreads, quand je les vois passer sur des chaînes littéraires, que je consomme beaucoup de booktube en fait. Je sélectionne mes livres quand ils me sont recommandés par vous, parce que ça m'arrive très souvent de lire vos conseils. Ma wishlist, c'est-à-dire les livres que j'ai envie de lire, est nourrie d'Internet. Et il y a 2 situations dans lesquelles ça m'arrive quand même de choisir mes livres en librairie. Première situation, je suis dans une librairie indépendante. Ça m'arrive quand même de temps en temps dans l'année, hein. Soit que je me suis déplacée exprès à 45 minutes de voiture, soit tout simplement que je suis en voyage et que chaque fois que je voyage, j'essaye d'aller dans une librairie indépendante, soit que je suis sur Paris ou à Lille où je me rends assez régulièrement. Et quand c'est une librairie indépendante, je sollicite systématiquement le ou la libraire qui est sur place et avec quelques critères, je lui demande de me conseiller son dernier coup de cœur, tout simplement. Et les critères que je vais énoncer, ça va souvent être, je recherche de la fiction, si possible écrit par une femme, et avec une littérature engagée. Mais quand même, globalement, retenez que, en ce qui concerne mes choix de lecture, je suis influencée par Internet. Je me documente sur Internet, je fais des listes thématiques sur mon téléphone, des sélections, et comme je commande en ligne mes lectures, souvent c'est des achats qui sont quand même très réfléchis et rarement impulsifs. Ça, c'est quelque chose que je ne fais que si je suis en vacances et que j'ai plus de livres et que... Comment est-ce que ça pourrait m'arriver, tu vois ? Ça ne m'arrive jamais. Ou alors, il faut que la personne qui m'accompagne me dise « Ah, tu devrais lire, encore une fois, un conseil ». Donc moi, je fonctionne énormément à l'influence. En ce qui concerne cette question, je reviens juste sur le critère de la couverture. Parce qu'on entend très souvent dire sur Internet « Il ne faut pas juger un livre à sa couverture ». Moi, je le fais. Je le fais totalement et je le fais sciemment. Parce que la couverture, la première et la 4e de couverture, sont des éléments conçus par une maison d'édition, qui sont donc empreints de marketing, et à mon sens, il faut que je m'y fie, puisque l'éditrice m'envoie un message à travers cette couverture. Et la couverture doit aussi servir à cibler son public. Pour moi, la couverture fait partie des éléments d'accroche. Ça joue dans mon intérêt et dans ma volonté d'achat. Donc oui, moi je juge clairement les livres à leur couverture. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas les ouvrir, ça veut juste dire que selon ce qui est inscrit et la manière dont elle est agencée, ça m'en apprend déjà beaucoup. Donc c'est pas forcément la couverture qui va me faire choisir le livre, mais c'est peut-être la couverture qui va me faire m'en désintéresser immédiatement. Je sais que c'est assez contradictoire ce que je suis en train de t'expliquer, mais je suis honnête, je juge les livres à leur couverture. Oui. Loupio en papier me demande si tu ne devais choisir qu'une héroïne en littérature, ce serait qui et pourquoi ? Celle-ci, elle m'est restée dans la tête pendant quelques temps tout de même. Et s'il te plaît, ne quitte pas la vidéo parce que je vais répondre ça, mais je vais répondre Katniss Everdeen, celle du roman, et que les choses soient bien claires. Un de mes personnages féminins dont j'apprécie le plus l'écriture.
C'est comme ça que je vais choisir de répondre à cette question. Parce que la saga des Hunger Games de Suzanne Collins m'a beaucoup marquée. Il se trouve, j'ai ressorti mon tome 1, il se trouve que c'était un achat spontané d'ailleurs. C'était la première fois en littérature jeunesse, de young adulte en tout cas, que je lisais les conséquences du traumatisme, donc du syndrome post-traumatique en fait, écrit avec autant de justesse. Je m'explique. Ce roman est sorti en 2009 en France, et je le sais parce que c'est écrit dedans, je te le montre pas parce qu'il y a mon nom de famille, mais je l'ai lu en 2013, voilà, parce que j'écris toujours la date de lecture dans mes bouquins, de première lecture en tout cas. Et donc je l'ai lu en 2013, j'avais quoi ? J'avais 24 ans. C'est l'époque où j'ai recommencé à m'intéresser à la littérature de loisirs, et entends moins bien quand je dis de loisirs, c'est-à-dire que j'ai quand même fini mes études, j'avais 22 ans, et ça faisait 4-5 ans que je n'étudiais que je ne lisais que pour mes études. J'ai adoré mes études, hein, mais on ne peut pas dire que j'étais sur des choix spontanés de lecture. Tous mes choix étaient orientés par mon cursus, par les champs d'études que j'avais en cours. Disons que le champ de mes investigations était très limité, et qu'ensuite je me suis retrouvée éditrice, et du coup tout ce que je lisais, je ne le choisissais pas. Si tu veux, ma passion, qui était devenue mon sujet d'étude, était devenue mon métier. Donc, en termes de lecture, j'étais rarement dans le plaisir. On y reviendra après. C'est vraiment un point que je vais aborder, mais j'étais pas dans le plaisir. Et donc, tout d'un coup, je suis là, je suis exténuée. Je regarde un film. Ce film me plaît. Il fallait, pour une fois, que je prenne le temps de lire un livre plaisir. Et ce fut la révélation, parce que je me suis retrouvée avec une héroïne moderne qui, pour l'époque, n'était pas cliché, et dans laquelle je me suis énormément projetée. Je suis une sœur aînée. C'était une période très difficile à l'époque, pour moi, en termes de situation familiale. Le côté responsabilité que Katniss porte sur ses épaules, le côté sacrificiel, et le côté syndrome post-traumatique, je me suis complètement projetée dans l'ouvrage, à tel point que c'est un des rares ouvrages qu'à l'époque j'ai postité et que j'ai souligné partout. Attends, j'essaye de te trouver les premières occurrences. Dès la page 11, on aborde la question du traumatisme. J'ai appris à tenir ma langue, à montrer en permanence un masque d'indifférence, afin que personne ne puisse jamais deviner mes pensées. Tout ça sans que ce soit réellement la thématique principale du roman, parce que c'était aussi un des premiers livres de littérature jeunesse qui abordait la notion de politique, de système, de révolte, de soulèvement populaire. Et c'est pas forcément une question évidente non plus, parce que c'est pas la notion d'héroïne, moi, qui m'intéresse dans la littérature engagée, parce que j'aime beaucoup les personnages de losers, j'aime beaucoup les personnages faillibles. C'est aussi pour ça que j'aime autant la littérature de Stephen King, parce que on n'est pas face à des personnages qui sont parfaits, et pour moi le terme de héros est un peu galvaudé. Si je dois m'en tenir uniquement à la figure du héros, c'est pour ça que je réponds Katniss Everdeen aussi, puisque c'est une figure qu'elle va incarner à travers ses aventures avec le Capitole, et qu'elle va rejeter, parce que elle est parfaitement consciente de son imperfection, et c'est justement contre ça qu'elle va se battre, en plus de se battre pour sa survie et la survie de sa société et de sa communauté, mais elle rejette cette figure du héros. Et voilà, c'est pour ça que ça me plaît. Et je trouve qu'il y a énormément à dire sur la figure de Katniss Everdeen, et que ce qui peut la rendre mal aimée, parce que c'est vrai qu'à un certain moment, fin des années 2010, donc jusqu'en 2020, c'est quand même une héroïne qui est souvent citée comme étant la pire, parce que finalement c'est exactement ce qui se passe dans le roman, elle est incomprise, tout en étant extrêmement complexe. Moi j'aime beaucoup ce personnage. Voilà. Alors, Cadeline me demande un conseil pour retourner vers la poésie après l'école qui m'a braquée. Alors ça tombe très bien, non seulement parce que j'aime beaucoup la poésie et que je vais répondre à ta question Cadeline, mais aussi parce que ça me permet de te dire qu'en juin, effectivement, au club de lecture, on se concentre sur la question de transidentité, mais qu'en juillet, on va aborder la question de la poésie militante, et que je suis en train de faire la sélection, donc ça tombe très bien. Pour retourner vers la poésie quand on a été dégoûté par l'école, mon premier réflexe, c'est de dire Jacques Prévert, parce que c'est une poésie qu'on n'est pas obligé de décortiquer pour en comprendre le sens, tout en pouvant
en apprécier réellement la beauté, son parole notamment de Jacques Prévert qui est absolument magnifique, et en essayant de se concentrer sur le motif de l'oiseau, puisque c'est un motif qui revient très souvent dans sa poésie et qu'il peut symboliser à la fois l'espoir, la paix, la rébellion. Il y a beaucoup de sens à projeter dans cet oiseau selon comment il est représenté. Maintenant, si vous avez envie de vous intéresser à la poésie en explorant des thématiques contemporaines et en abordant la poésie sous un angle féministe intersectionnel, je ne peux que vous conseiller la revue Sœur. Je vous montre. Moi, j'ai découvert la revue Sœur justement en faisant des recherches pour le club de lecture à travers le prisme de l'utopie, et je suis tombée sur internet sur cette petite anthologie, donc cette sélection de textes féministes intersectionnels complètement internationales avec des traductions inédites de poèmes qui traitent de la question de l'utopie. Mais ça dépend des numéros. Là, c'est l'utopie. Là, c'est la question de l'animal, l'animalité. On va avoir également quelque chose de plus classique comme thématique, la nuit, par exemple. Bref, énormément de poèmes à découvrir dans ces pages, et toujours avec l'autrice de sourcer sa biographie, les ouvrages qu'elle a publiés. Donc, c'est intéressant de toujours aller vers des anthologies, parce que on te propose plusieurs styles, plusieurs manières d'aborder la poésie. Elle peut être scandée, elle peut être libre, et si ça t'intéresse, rien ne t'empêche d'explorer l'œuvre de l'autrice qui t'a plu. Donc moi je conseille aussi les anthologies. Et en fait la poésie contemporaine, avant d'être publiée en ouvrage de librairie, le format livre que l'on connaît, les poèmes sont souvent prépubliés dans des revues. Donc je vous encourage grandement, parce que ça peut représenter un certain budget, à aller en médiathèque et à emprunter ces revues qui seront forcément représentées dans votre médiathèque, et d'être curieux. Et le mieux pour découvrir la poésie, c'est de se munir d'un carnet ou de quoi que ce soit qui peut vous permettre de prendre des notes pour noter les auteurs qui vous intéressent dans les anthologies, parce que on a très vite fait d'oublier. Et c'est après, en faisant des recherches, que vous pourrez tomber sur l'ouvrage qui vous plaira. Et mon conseil premier pour réapprécier la poésie, ça serait de se la réapproprier. C'est-à-dire que on peut apprécier un poème sans en saisir complètement le sens. On peut décider de le lire à haute voix et que ça suffit bien. Il faut se réapproprier cette forme d'écriture qu'on a tendance à associer à de l'alexandrin, du sonnet, quelque chose d'extrêmement scolaire. La poésie, c'est une forme d'expression universelle. Et ce que je trouve très beau avec la poésie, c'est qu'elle peut surgir de nulle part. La poésie peut être sur une pancarte de manifestation, elle peut être collée sur un mur, elle peut être criée dans la rue. C'est un moyen d'expression qui est à la fois extrêmement rapide et extrêmement impactant. Et je trouve dommage qu'on effectivement, on en ait peur, alors que c'est accessible à tous et toutes. Et si je peux vous conseiller quelques maisons d'édition pour essayer d'aller glaner des idées de lecture, je vous recommanderais la maison d'édition Le Castor Astral, et puis la petite maison d'édition 10 pages au carré, qui publie des petits ouvrages de à peu près 5 € très régulièrement, très actifs sur leur compte Instagram. Je vous encourage à aller les suivre. Et en dernier point, je vous recommande de vous intéresser aux ouvrages qui sont parus dans la collection Iconopop de la maison d'édition Iconoclast. C'est une collection qui est aujourd'hui terminée, il n'y aura plus de nouvelles parutions. Il n'empêche qu'il y a certains des ouvrages qui étaient des petites pépites, donc je vous encourage à aller découvrir leur catalogue. Callan Books me demande s'il y a un livre qui m'a profondément changé. Et la question, ce n'est pas qui m'a profondément marqué, mais qui m'a profondément changé. Et c'est une question qui est plus difficile, pour le coup, parce que marqué, oui, il y en a beaucoup. Il y a le tome 8 de l'Assassin Royal, par exemple, mais qui m'a profondément changé. Un livre, à mon sens, un livre n'aura pas ce pouvoir sur moi. Il pourra me questionner, il pourra me heurter, il pourra me marquer, mais me changer réellement, je ne pense pas. Alors, c'est pas forcément le livre. C'est plus 2 personnes, très exactement. 2 personnes qui sont intervenues dans ma vie en me conseillant des livres qui m'ont profondément changé. Et ce sont 2 anciens collègues libraires, anarchistes. Et c'est grâce à ces 2 personnes et à leur engagement et leur passion militante que j'ai découvert l'anarchie et que j'ai eu une
Révélation. Je ne savais absolument pas ce que c'était, je n'étais pétrie que de clichés. Et ils m'ont évidemment fait lire le Librio Ni Dieu ni Maître. Voilà. Puis, au fur et à mesure de leurs conseils lecture, ça a complètement changé la vision que j'avais de la politique. Et ces deux personnes qui étaient politiquement très engagées et qui parlaient avec moi de leur lecture, m'ont tout simplement fait comprendre que je pouvais m'intéresser à ces questions-là de manière légitime. Et en fait, c'était à force d'échanges que j'ai changé. Je sais que c'était pas forcément la réponse à laquelle tu t'attendais, mais c'est celle que je donnerai. Morganatic me demande si tu pouvais relire un livre comme la première fois, tu choisirais lequel ? J'adore cette question. Il y en a peu, des livres qui m'ont mise dans un état de joie intense, par exemple, qui m'ont procuré des sensations positives. Il y en a très très peu. Donc est-ce que j'ai envie de me refaire mal ? Peut-être. Il y a un livre, bien évidemment, que je relirai un jour dans ma vie, et ça sera La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. C'est un de mes plus grands coups de cœur, c'est un des livres qui m'a le plus marqué, pas changé, mais marqué. Mais est-ce que j'aurais envie de le relire avec la naïveté que j'avais quand je l'ai commencé, dans le sens où c'est un livre labyrinthique, c'est un livre énigmatique. Maintenant que j'ai les clés de lecture, je crois pas que je voudrais le relire dans le même état d'ignorance. Non. Parce que quand je relis un ouvrage, c'est parce que, justement, je ressens le besoin de le relire au regard de ce que je sais désormais. Et les ouvrages qui m'ont vraiment impacté, je voudrais pas revivre ces émotions-là. Le tome 8 de l'Assassin Royal. J'aime beaucoup cette question, justement, parce que la première fois, pour moi, c'est la première fois. C'est unique. Je regarde très souvent, tu sais, des booktubeurs ou des booktubeuses qui relisent leurs livres d'enfance, qui redécouvrent des coups de cœur d'il y a 5-6 ans, et qui sont déçus parce qu'ils ne revivent pas justement ces mêmes émotions. Et pour moi, je suis pas certaine que ce soit possible. Lucie, de la chaîne Lucie a lu, me demande depuis quand je lis et comment ça m'est venu. Je lis depuis que je sais lire. C'est une réponse un peu absurde, je sais, mais c'est vrai. J'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours été encouragée, j'ai eu cette chance immense, ce privilège immense de vivre entourée de personnes qui lisaient elles-mêmes, qui m'encourageaient à développer mes goûts et à m'y intéresser, d'être conduite à la médiathèque très jeune, d'avoir une mère disponible qui m'emmenait à la médiathèque, qui remplissait les cartes d'emprunt parce que c'était mon refuge, c'était mon échappatoire, jusqu'à la seconde où là c'est devenu une passion. Je me souviens précisément du moment où c'est devenu autre chose que simplement de belles histoires. Il y a un moment, quand j'ai étudié Germinal d'Émile Zola, avec une professeure de français qui était extraordinaire. On a étudié Germinal d'Émile Zola et elle nous a fait incarner les personnages. On devait tous incarner un personnage de Germinal et elle nous a fait une mise en scène de procès et on devait se faire l'avocat de ce personnage et se défendre. Donc ça nous encourageait bien évidemment à lire l'histoire, mais aussi à avoir une lecture active, c'est-à-dire qu'elle nous a pas demandé d'étudier l'incipit de Germinal qui est bien connu avec l'exquipit. Elle nous a dit intéressez-vous aux motivations, aux péripéties, aux réactions de vos personnages. C'était un moment incroyable et c'est à mon avis à ce moment-là que je me suis dit ok, en fait ce que je fais depuis toute petite parce que j'aime ça et que ça me permet d'être tranquille, en fait c'est vraiment génial et il y a tout un univers d'études qui s'ouvre à moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise à lire avec une autre perspective et à sortir du cadre de la jeunesse pour entrer, enfin quoique j'avais déjà lu Le Seigneur des Anneaux à cette époque-là, mais que je suis allée un petit peu plus vers les classiques, un petit peu plus vers la littérature blanche, vers les témoignages. Voilà, c'est à ce moment-là que je suis sortie du pur cadre récréatif pour aller du côté... tu sais, quand on dit ouais, la littérature, ça ouvre au monde, c'est une fenêtre sur le monde, bah, c'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Voilà. Il y a Akalia qui me demande quel est mon projet créatif du moment. Yes! Alors c'est trop cool parce que j'en ai deux. Donc le premier, c'est suite au dernier vlog de Cornelius sur sa chaîne YouTube quand il est allé à... je sais plus quel festival littéraire dans le Nord, il a montré des ateliers de linogravure et il se trouve qu'il me restait du matos et donc je me suis fait des petits tampons en linogravure inspirés de sa vidéo et je me suis dit mais c'est vrai que j'en ai jamais fait pour la chaîne et c'est trop bête parce que ça m'intéresserait. Tu sais, sur Instagram en ce moment j'ai beaucoup de pubs pour les fameux tampons à livres, là, les ex-libro, ça coûte une fortune, donc je me le suis fait moi-même. J'ai fait ça.
Je sais pas si tu verras bien. Donc là, c'est le négatif qui est là. Et le positif qui est là. Et cet après-midi, on va les coller sur un bout de tasseau qui nous restait du dernier chantier bricolage. Et mon deuxième projet, il est là. Et donc mon deuxième projet, c'est au miracle et aux surprises un plaid, puisque j'en fais quand même très souvent. Et cette fois-ci, c'est un plaid tournesol. Comme tu peux le constater, c'est un projet en cours. Et alors, il est particulier celui-là parce que je le fais en double. C'est-à-dire que je le crochette avec 2 pelotes à chaque fois parce que je voudrais qu'il soit un peu plus lourd et lesté. Regarde comme il est beau. Donc, je ne suis pas prête de l'avoir fini. À la base, je voulais qu'il soit prêt pour cet été parce que je vais le doubler avec du tissu, donc ça pourrait faire une couverture de pique-nique aussi. Mais soyons réalistes, je l'aurai fini pour cet hiver. Et à ce propos justement, Oriane du compte Rien de tel que, qui me demande en loisirs créatifs quelle est mon activité favorite ou détente par excellence. Et c'est évidemment le crochet, même si en fait j'aime tout ce qui concerne les loisirs créatifs du fil. C'est un point d'hyperfocus pour moi, ça fait partie de mes études. J'ai fait des études dans l'édition et au moment où il fallait plus ou moins se choisir une spécialité, je me suis orientée sur les loisirs créatifs et particulièrement les loisirs créatifs du fil. C'est mon sujet de mémoire, en fait, tout simplement. Et on pourrait croire que c'est parce que ce sont mes grands-mères qui m'ont intéressée à la chose, et pas du tout, en fait. Je ne sais pas comment c'est arrivé, j'ai choisi d'aimer le crochet et le tricot. Alors oui, ma grand-mère, elle tricote, mais elle tricote 4 écharpes par hiver, et puis c'est tout, tu vois. C'est du point mousse et ça bouge pas. Donc non, là, c'est moi qui ai choisi. Je sais pas comment c'est arrivé dans ma vie. Un jour, je suis tombée sur un tuto au crochet, ça m'a intéressée, et j'ai jamais décroché. J'aime beaucoup la couture aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué pour moi, la couture. Donc j'aime la couture pour les petites pièces, mais tu vois, pour les vêtements, bon déjà, je suis confrontée à un problème de taille, qui concerne la taille, puisque des patrons grande taille, ça coûte cher. Il faut une planche à repasser, il faut un fer à repasser, il faut la place pour pouvoir découper. Quand on fait des vêtements grande taille, une table de salon ne suffit pas. Il faut pouvoir s'étaler. La vache, il faut que je le fasse au sol. C'est un loisir qui est moins accessible, je trouve, que le crochet et le tricot. Même si le crochet et le tricot, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Une laine de qualité, une laine éthique, une laine agréable, ça vaut une fortune. C'est aussi pour ça que je m'engage pas sur trop de projets à la fois. Là, mon plaid tournesol, heureusement qu'il y avait de la laine blanche à Action. Alors je sais, c'est pas éthique, mais je peux pas me permettre de dépenser 150 € pour faire un plaid. Alors ensuite, vous êtes 2 à m'avoir posé la question de mon métier. Margorito et Popang Livre, vous m'avez demandé quel est mon métier. Le fait que vous m'ayez demandé toutes les 2 quel est mon métier et pas quel est mon travail, ça m'a interpellée. Du coup, si je m'en tiens à Wikipédia, le métier désigne l'exercice par une personne d'une activité dans un domaine professionnel en vue d'une rémunération. Par extension, le métier désigne le degré de maîtrise acquise par une personne ou une organisation du fait de la pratique sur une durée suffisante de cette activité, comme l'expérience et le savoir-faire acquis et l'amélioration des pratiques. Donc la différence qu'il y aurait entre le travail, ça serait simplement l'activité exercée en vue d'une rémunération, tandis que le métier, il y aurait une notion d'expertise, de savoir-faire et d'expérience qui se rajouterait donc à la notion de travail. Dans ce cas-là, mon métier, c'est éditrice, puisque c'est la base de mes études, le début de ma carrière, et intentionnellement, c'était mon métier passion. Les déboires de la vie ont fait que je me suis éloignée de ce métier-là, et une fois que tu as quitté la région parisienne, c'est vraiment très très dur d'évoluer dans le milieu de l'édition. L'édition est hyper centralisée à Paris, même s'il existe des maisons d'édition indépendantes, notamment du côté de Bordeaux, du côté de Lyon, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et aujourd'hui, vraiment, j'occupe un emploi de bureau, corporate world. C'est évidemment pas un choix de vie, c'est la vie qui m'a amenée là par hasard. Que j'ai fait 2 ans et demi d'édition, 3 ans à 4 ans de librairie. Et après, j'ai papillonné d'intérim en CDD, en CDI. Et aujourd'hui, je suis assistante administrative.
rien à voir avec mes études. Mon travail n'est pas du tout satisfaisant, il ne m'apporte aucun sens dans la vie, si ce n'est celui que je m'efforce de créer. Par exemple, j'ai été récemment formée pour être référent égalité professionnelle et inclusivité au travail au sein de ma collectivité. Donc il y a tout ce qui donne du sens à mon travail, c'est moi qui vais le créer et pas du tout les missions que je réalise. Mais je n'ai jamais eu autant de disponibilité de cerveau et de temps personnel pour me consacrer à ma passion, à mes passions. Et c'est aussi pour ça que finalement, ne pas exercer mon métier et ne faire qu'un travail de bureau n'est pas un souci. Et que j'y trouve un équilibre précaire, mais un équilibre presque salutaire, parce que je me suis brûlé les ailes plusieurs fois dans ma vie. Donc voilà, au quotidien, mon travail, c'est d'aider les autres sur des trucs qu'ils pourraient faire eux-mêmes, mais qu'ils préfèrent pas faire. On pourrait dire que c'est boniche de bureau. Pour l'instant, ça me satisfait comme ça, mais très honnêtement, le travail me rend malheureuse. Et tu te doutes bien que je ne suis pas arrivée là par choix, je suis partie d'un métier de passion, et j'en suis à faire ce que je peux au quotidien. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, je le dis en souriant, mais ça reste une thématique qui est très difficile à aborder pour moi, la notion du travail et du quotidien au travail, c'est une de mes plus grandes difficultés dans la vie. Mais écoute, ça se passe pour l'instant, je suis encore là, j'ai du temps pour faire ce que je veux le soir. La question est de trouver l'équilibre. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais je suis en bonne voie de le faire, donc je continue et je persévère. Sophie me demande si je suis tentée par l'écriture. Oui, très beaucoup. J'en suis incapable. J'en suis incapable. J'ai essayé il y a quelques années. J'ai écrit les 3/4 d'un roman jeunesse qui me tenait à cœur. Et puis je l'ai fait lire à 2-3 personnes. Ça a été une belle aventure. Ça va s'arrêter là. En revanche, au quotidien, j'écris de la poésie. On est beaucoup plus sur un exercice d'expression qu'un exercice de partage. Donc la poésie que j'écris, je la garde pour moi. Mais oui, je suis tentée par l'écriture. Un jour, sans doute que j'écrirai de la poésie dans un but de la faire lire. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Mais oui. Margarito m'a aussi demandé si je pouvais raconter l'histoire de mes animaux, leur arrivée dans ma vie, etc. Et effectivement, on a à la maison, on est 5. Il y a Mojo, Azimut et Freya. Mojo est arrivé dans ma vie il y a 10 ans. C'est un chat que j'ai trouvé tout petit, dans un jardin. Il y a 10 ans, j'étais libraire à Bordeaux et on faisait une grosse chouille dans le jardin de mon patron pour fêter sa pendaison de crémaillère. Il était très tard dans la nuit et ce petit chaton est apparu comme par miracle dans le jardin. Et il avait un collier. Il était couvert de parasites, très maigre, grand comme ça à peu près, je dirais. On l'a estimé à 5 mois. Et il s'est précipité sur la nourriture et surtout il ne nous a plus jamais lâchés. Je ne l'ai pas recueilli tout de suite, c'est mon patron qui l'a recueilli à l'époque. Malgré toutes les alertes, on est allé voir les commissariats, on l'a exposé dans les boulangeries, on l'a mis sur pet alert, personne ne l'a réclamé. Même au bout de quelques jours, mon patron ne pouvait plus le garder, donc on l'a mis chez moi. Et puis au bout d'un mois, je me dis, j'ai toujours rien. Un chaton de cette taille-là, il commençait à marquer à la maison, parce qu'il n'était pas castré, il n'était pas pucé, il n'était pas soigné. Donc évidemment, moi avec le veto, on l'a vacciné, on l'a déparasité, on l'a soigné. Il avait un début de coryza, donc on l'a soigné. Et puis on l'a castré. Et puis j'ai fini par le pucer, parce que moi tout ça, ça m'a coûté 400 balles. Et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, au bout de 2 mois, les propriétaires se sont manifestés. Ah oui, c'est notre chaton, on était partis en vacances. T'as bien entendu. On était partis en vacances, on l'avait laissé dehors, vous nous l'avez volé. Donc j'ai volé Momo, mais je l'ai gardé. Parce que j'ai expliqué à ces personnes que on s'absente pas 2 mois quand on a un chaton de 5 mois, en espérant qu'il survive tout seul dans son jardin. Évidemment qu'il n'est pas resté dans son jardin, il n'était pas bête, Momo. Et finalement, c'est lui qui m'a trouvé, donc je l'ai gardé. Quant à Azimut, c'est différent, on est allé l'adopter à la SPA, tout simplement. C'était un très beau moment. Nous sommes allés à la SPA de Vaux-le-Pénil et la chatterie est vraiment adorable. Donc quand tu adoptes un chat, on te fait entrer dans la chatterie, qui est une pièce de type appartement aménagée avec des arbres à chat, enfin tout le confort. Voilà, c'est l'hôtel à chat, quoi.
Et donc les chats sont en liberté, en semi-liberté bien sûr, tu peux les aborder, ils peuvent interagir avec toi pour comprendre si le courant passe en fait tout simplement. Et tu as toujours une fiche qui t'explique si le chat a besoin d'avoir accès à un jardin, s'il a des soins particuliers nécessaires. Et puis tu as d'autres chats qui sont enfermés dans des modules, donc c'est des cages superposées, pour telle ou telle raison. Ça peut être des chats qui malheureusement ne s'entendent pas du tout avec leurs congénères et qui doivent être isolés en attente de leur adoption dans un foyer où ils seront le seul animal. Ou ça peut simplement être des chats qui sont en isolation parce qu'ils sont malades ou anxieux. Et c'était le cas d'Azimut. Nous, les agents de la SPA nous ont conseillé, au regard du caractère de Momo, qui est Momo est un caractère assuré, très ferme. C'est un chat caractériel. Évidemment, j'aime d'amour, c'est mon chat. C'est mon chat. Voilà, il m'aime, je l'aime. Il y a une très belle relation. Mais Momo déteste tout le monde. Un chat qui est très peureux, tout en étant très bagarreur. Et lui, il répond à la gêne dans l'agressivité. Moi, j'avais pour projet d'adopter un chat adulte, un vieux chat, tu sais, les chats dont personne ne veut. Mais, au regard du caractère de Momo et de son comportement, les agents de la SPA nous ont conseillé de prendre plutôt un chat relativement jeune. Bon, en gros, un chaton de 5 à 6 mois, quoi. Et donc, il y avait la petite Azimut qui était enfermée dans son module parce qu'elle était extrêmement anxieuse, qu'elle se laissait un peu dépérir, qui était là, on l'a vue, enfermée, avachie dans sa litière, toute confondue. On a craqué quoi. Elle est trop belle, elle a une tête un peu stupide, elle a un air toujours étonné quoi qu'il se passe. Et voilà, donc Azimut est arrivée comme ça, on l'a choisie. Elle ne pouvait pas nous choisir, elle était enfermée dans son module. Ça se passe extrêmement bien avec Momo. Tous les jours, ils jouent ensemble. Ils sont pas collés serrés, hein. C'était un très beau moment. Voilà, c'était une adoption toute positive. Puis est arrivée Freya. Freya est une chienne de 12 ans maintenant. Nous l'avons adoptée il y a 1 an et demi. Et donc, évidemment, on est retourné à la SPA, parce qu'il était hors de question d'acheter un chien. Et alors là, si vous voulez adopter un chien un jour, dites-vous simplement que vous aurez un chien. Vous ne savez pas de quelle race il sera, quel sera son caractère, quel sera son âge, quelles seront ses particularités. Vous ne pouvez pas le savoir. Et je vous conseille d'ailleurs d'y aller vierge de tout préjugé, parce que ce n'est pas le chien qui va vous choisir, c'est vraiment les besoins du chien et vos conditions de vie qui vont faire que tel ou tel chien va pouvoir repartir chez vous. Beaucoup des chiens de refuge sont des chiens traumatisés, qu'il faut rééduquer, qu'il faut réapprivoiser. C'est beaucoup plus difficile qu'avec un chat et ça demande un investissement à la fois émotionnel et économique plus important. Donc nous, on va à la SPA, on leur explique notre situation, qu'on a un grand jardin, qu'on a du temps puisqu'on a du télétravail et que donc on sera disponible. D'ailleurs, on avait prévenu, on a posé des semaines, des jours de congé pour l'arrivée du chien, une fois qu'on l'a trouvé. Mais ça a bien duré 3 mois, le temps que on se fixe sur un animal et que la SPA nous dise « Ok, c'est bon, on pense que là, ça va le faire ». C'est un peu le matchmaking, vraiment, c'est l'agence quoi, matrimoniale du chien. C'est très important d'écouter les agents de la SPA et de ne pas accueillir un chien qui ne vous convient pas. Il faut savoir que 30% des adoptions débouchent sur un nouvel abandon. Beaucoup de chiens retournent à la SPA et un seul abandon est suffisamment traumatisant pour ne pas prendre le risque de faire vivre 2 fois ça à un animal. Bref, donc on débarque à la SPA, et puis au bout de 3 mois d'aller-retour, on en a fait plusieurs, on se manifestait, les agents nous connaissaient, ils connaissaient notre profil, ils pouvaient nous appeler à tout moment, on a un chien qui pourrait vous correspondre, venez le rencontrer. Et puis en fin décembre, avant les vacances de Noël, on y retourne, juste pour voir, parce qu'on était toujours dans notre projet d'adoption. Et là avait débarqué Freya. C'est nous qui avons choisi son prénom. Ce chien n'avait pas de prénom puisqu'on ne savait rien. Et donc la SPA a recueilli Freya après ces 3 semaines de fourrière. Freya a été trouvée par la fourrière errante dans la rue, très mal en point. Elle n'était pas pucée, elle n'était pas stérilisée, elle avait les chicots pourris, elle avait une blessure purulente, excusez-moi c'est graphique, mais elle avait une blessure purulente au museau, elle était vraiment quasi paralysée par son arthrose, beaucoup de mal à se déplacer, donc c'était vraiment un chien que eux avaient placé en SOS. Moi, j'étais arrivée avec mes rêves je voulais un jeune chien,
à poil court, si possible une gueule carrée, donc tu vois, soit un pit ou un dog, enfin voilà, je voulais dans ma tête, le chien avec lequel j'allais vivre, c'était un pitbull quoi, ou un staff. Et je vous jure, on l'a vu, cette vieille chienne aux poils longs, sales, aux oreilles tombantes, au regard terne, et on s'est dit, ok, bah c'est elle. Mais ça a pris 5 secondes pour qu'on dise, ah non mais oui, c'est évident en fait, c'est évident qu'on repart avec elle. Les agents de la SPA qui avaient bien fait leur travail. Donc bah on a dû attendre pour pouvoir l'adopter, puisqu'il fallait qu'elle rencontre le vétérinaire, puisque selon les moyens de la SPA ou du refuge, les animaux qui arrivent ne sont pas vus par le vétérinaire tout de suite. D'abord parce que ça coûte extrêmement cher, et ensuite parce qu'il y a peu de vétérinaires, donc il faut attendre en fait qu'ils puissent s'occuper des animaux. Et Freya, fallait lui arracher les dents, fallait la stériliser, fallait la pucer, fallait la vacciner, donc ça a pris 2-3 semaines. C'était devenu urgent en fait pour Freya, parce qu'elle était tellement déprimée qu'elle mangeait rien. Elle mangeait rien. Dites-vous l'implication des agents de la SPA. C'est beau quoi, c'est très émouvant. Freya ne mangeait tellement rien qu'il fallait la nourrir à la main, et les agents, les jeunes femmes, toutes véganes, se relayaient chez elle le soir pour cuisiner du poulet dans du viandox, parce que c'était la seule chose qu'elle acceptait d'avaler, petit bout par petit bout, quand tu lui mettais sous le museau. Ça a été compliqué pour nourrir Freya au début quand on l'a adoptée. Elle mangeait rien, elle était tellement angoissée. On en est venu à penser, vu la manière dont elle réagit et la facilité que ça a été de la dresser, qu'elle a dû vivre en famille. Elle a dû vivre en famille avec des enfants, parce qu'elle réagit aux enfants, elle en a peur. On pense qu'elle a dû être battue, puisqu'il y a certaines de ses réactions qui nous le font comprendre. Ça a été compliqué, et c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Adopter un chien, c'est un exercice émotionnel très difficile, à tel point qu'il existe un phénomène qu'on appelle le puppy blues. C'est ce moment où tu accueilles ton chien et où c'est une période qui peut être à la fois très joyeuse et très anxiogène. Moi, j'ai, pendant plusieurs semaines, pleuré très régulièrement le soir parce que je ne m'en sortais pas, parce que mais qu'est-ce que j'avais fait, mais pourquoi j'avais fait ça, c'était tellement de boulot, je comprenais pas la chienne, elle me disait pas ce qu'elle voulait, j'avais du mal, elle pleurait la journée quand on s'absentait. On avait beau faire tout ce qu'on pouvait pour lui faire comprendre qu'on allait revenir, elle faisait pipi partout parce qu'elle avait peur, elle nous a ruiné le canapé. Mais c'est normal, parce que ce sont des animaux sentients, et qu'elle a vécu des traumatismes, et qu'il fallait bien qu'elle se remette. La fourrière, donc la fourrière c'est 3 semaines de boxe, puisque quand un animal est trouvé errant dans la rue pour des questions sanitaires, on ne peut pas l'emmener directement au refuge, il faut qu'il fasse ces 3 semaines d'isolation en box, et puis ça donne légalement le temps au propriétaire de se manifester si jamais il a perdu son animal. Une fois que c'est fait, si personne ne réclame l'animal, il est pucé au nom du refuge qui le recueille, et ensuite il est mis à l'adoption. Donc il y a ces 3 semaines d'enfermement, plus le mois qu'elle a vécu à la SPA dans le froid, c'était l'hiver, dans un environnement aussi extrêmement anxiogène. La SPA, c'est des dizaines de chiens qui aboient toute la journée et qui sont eux-mêmes émetteurs de signaux d'anxiété. Ça a été compliqué. Mais maintenant, c'est que du bonheur. Il fallait simplement qu'elle sache qu'on allait revenir, que tout ce qu'elle a maintenant, c'est de l'acquis. Elle a 12 ans, donc maintenant ça va beaucoup mieux son arthrose, puisque la meilleure chose à faire pour un vieux chien qui a des problèmes d'articulation, c'est de les solliciter. Donc Freya, on l'a fait marcher. Elle a 3 sorties par jour. Le week-end, on va en forêt. On la sollicite, on l'a emmenée à la mer. C'était formidable. Donc voilà, c'est l'aventure la plus difficile que j'ai vécue, vraiment, en termes d'angoisse. Et maintenant, c'est du quotidien, et c'est un soutien émotionnel incroyable. Et c'est que du bonheur. Voilà. Voilà l'histoire de Freya. Pour revenir sur un sujet un petit peu plus centré sur la lecture, Mystique me demande ce qui m'a donné envie de venir parler lecture sur YouTube, puis ailleurs. Mes clientes, quand j'étais libraire. Donc c'était dans la période 2014-2017. Moi j'ai créé mon premier blog en 2014, blog écrit donc, puis c'est devenu une chaîne YouTube, puis c'est devenu ce qu'on connaît maintenant. Et en fait, j'avais beaucoup de clientes qui venaient pour me dire « Est-ce que vous avez tel livre ? J'ai vu sur le blog ».
c'est que ça, de telle personne que il était très intéressant, est-ce que vous l'avez? Tout simplement pour me dire, est-ce que vous avez un blog pour que je puisse suivre vos lectures et tout. Grâce à mes clientes, j'ai pu découvrir cet univers-là et j'ai fait, mais oui, mais c'est génial en fait, je savais pas qu'il y avait cet univers de lecteurs et lectrices qui s'exprimaient de manière libre et indépendante en ligne. C'était une très belle découverte et donc depuis 10 ans maintenant, je m'exprime sur mes lectures, sur internet, de diverses manières possibles, grâce aux lectrices que j'ai conseillées dans ma vie professionnelle. J'ai ma work bestie qui me demande « Do you love me bestie ?» « Of course I love you. » Mais tu sais que c'est parce que tu es là que je reste où je suis. Il y a Sophie, mais pas la même Sophie, qui me demande quel est mon dernier coup de cœur. C'est facile. Mon dernier coup de cœur, c'est Le Blanc va aux sorcières de Hélène Oyeyemi, dont je vous ai parlé abondamment sur Twitch, mais que je vais vous résumer très rapidement. C'est un livre énigmatique, terrifiant, angoissant, beau, poétique, très poétique, sensuel, autour d'une jeune femme qui est atteinte de pica. Donc c'est un trouble du comportement alimentaire qui lui fait manger des éléments non comestibles, en l'occurrence ici de la craie et du plastique. Et elle est hantée par les fantômes de sa famille qui sont enfermés dans la maison familiale dans laquelle elle habite et qu'elle essaye de quitter. Et c'est un livre dans lequel la maison est active, prend part au récit, fait irruption d'ailleurs dans la narration à plusieurs reprises. C'est un livre à la forme mystérieuse et particulière qui est très engagé sur certains sujets comme celui du féminisme en l'occurrence. C'est un livre qui est teinté de gothique, de néo-gothique. Moi j'ai beaucoup pensé à Shirley Jackson quand je l'ai lu. La 4e de couverture mentionne une vibe à la Tim Burton et je suis particulièrement d'accord. C'est totalement énigmatique. J'ai adoré ce bouquin où le sens n'est pas visible immédiatement, où il faut se laisser happer, ne pas avoir peur de perdre le fil. C'était un très très bon bouquin, lu dans le cadre du club de lecture, puisqu'on avait sélectionné la thématique des Weird Women Writing Weird Stuff, qu'on avait lu ensemble Son corps et autres célébrations de Carmen Maria Machado, et qu'il se trouve que Hélène Oyeyemi est citée comme une de ses influences principales, et que c'est donc pour ça que j'avais lu ce livre-là, et c'est un énorme coup de cœur. Ça, c'est typiquement un livre que j'ai envie de relire, maintenant que je connais la fin. Voilà, merci d'avoir assisté à mon TED. Finalement, c'était très très long. J'espère que je vais réussir à condenser tout ça au montage parce que là, j'ai 2 heures de rush à trier. J'espère avoir rendu la chose intéressante pour vous, que ça vous a permis de mieux me connaître. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord du club de lecture pour échanger sur la thématique en cours. Nous sommes au mois de juin, donc nous abordons la thématique de la transidentité dans la fiction, notamment écrite par des auteurs et autrices concernés par la question. Au mois de juillet, ça sera au tour de la poésie militante de faire son apparition au club. Et pour le mois d'août, je vous le spoil, mais on a décidé ensemble dans le Read With Me de vendredi sur Twitch, ça sera la littérature autochtone nord-américaine et canadienne qui sera au sujet. Je n'ai pas encore fait la sélection pour juillet et août, mais je suis en train d'y réfléchir. En attendant, vous pouvez me retrouver tous les vendredis après-midi à partir de 16h30 sur Twitch pour des Read With Me. Donc ça se déroule à 20 minutes où on échange ensemble, 30 minutes où on lit, 20 à 30 minutes où on blablate, 30 minutes où on lit. Donc souvent, généralement, c'est de 16h30 à 19h30. Et un dimanche sur 2, toujours sur Twitch, pour faire des sessions spécifiques au club de lecture où on échange sur les thématiques, où on lance les votes, où on réfléchit aux sélections du mois d'après. Bref, où on essaye de discuter ensemble de littérature et de lecture. Le prochain rendez-vous, ça sera le dimanche 9 juin, juste avant de pouvoir aller voter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et en attendant de pouvoir discuter avec vous, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao!